dont on peut retracer la généalogie historiquement, cette volonté de connaître, par exemple l'enquête, il y a déjà des enquêtes au Moyen-Âge, puis ce qu'on appelle les examens au XVIIe siècle, puis les rapports au XIXe et au XXe siècle, cette volonté de connaissance peut donner lieu évidemment à une maîtrise sans cesse croissante du pouvoir sur la vie sociale. De même, quand on parlait de Mendès France, cette rhétorique du parler vrai de Mendès ou de Roosevelt, ce courage de la vérité, cette franchise, ce franc-parler, ces expressions franchise, franc-parler, vérité, en Grèce antique, dans un autre travail, Foucault dit que ça s'appelle la parésia. Mais la parésia, vous allez me dire, mais c'est très bien, la franchise, la transparence. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière cet affichage de la franchise et du franc-parler une volonté finalement d'introduire un ascendant personnel, politique et moral de celui qui tient ce discours. Donc le parler vrai devient une forme plus subtile de la rhétorique d'autorité. Donc il faut là aussi avoir peut-être un certain recul devant ceux qui affichent cette volonté de parler vrai. Alors plus globalement, il me reste encore un petit moment, donc je passe à ma deuxième grande partie, préserver l'ambiguïté, le secret et une certaine opacité, voire une certaine langue de bois. Ma grande idée, d'abord, première grande idée, je dirais que la politique et la parole politique, s'il faut la caractériser, je dirais que c'est le domaine de la courbe et non de la pensée droite. La pensée droite, c'est cette pensée qui justement affiche la transparence, l'immédiateté, une vérité sans faille. Je crois que la politique est dans un autre domaine. Le discours de politique est forcément un peu un discours langue de bois. Le discours politique, c'est un discours du ressassement, de la pensée molle, de la répétition, de la lenteur. C'est pour ça que les gens brillants, les experts en général, ou les universitaires, les savants, ont une très grande méfiance vis-à-vis de ce discours politique qui répète, qui tient des clichés, qui tient souvent des clichés, qui est souvent donc dans l'ordre de la répétition. C'est pour ça qu'il faut peut-être réhabiliter une certaine langue de bois. On a dit tout à l'heure, et certains l'ont dit, la langue de bois, c'est à la fois quelque chose d'horrible. En URSS, par exemple, on a cité la langue de bois castriste, discours pendant 5 heures interminable où rien n'avance, rien n'émerge. Et en même temps, Bernard Lecomte a dit, en politique démocratique, le langage de bois est un peu indépassable. Et moi, je pense que c'est effectivement indépassable. Parce que ce discours de la répétition et du ressassement, il a une fonction qui est de faire émerger un groupe. La société, elle n'existe pas comme ça naturellement. Il faut la faire apparaître, les sociétés, enfin les groupes, il faut les faire apparaître, il faut les faire consister, il faut les faire durer. Et il faut peut-être la répétition, la mollesse du discours, le cliché pour faire durer une société et des groupes. Donc en ce sens, peut-être qu'on ne peut pas complètement dépasser la langue de bois. Peut-être qu'il ne faut pas non plus s'en remettre totalement à elle, mais il faut voir dans quelle mesure le discours castriste de 5 heures, il est quand même nécessaire malgré tout pour que la société cubaine tienne. Alors, au-delà de cette réflexion que je n'ai pas vraiment développée sur la nature du discours politique, qui est un discours à la fois de la répétition, et si j'avais eu le temps, j'aurais dit de la déformation aussi. Mais bon, ça, j'aurais peut-être pas le temps, ou j'en dirai un mot dans la discussion. Revenons, disons, à quelque chose de plus concret sur l'ambiguïté souvent nécessaire à la politique. Et l'ambiguïté qui est celle du grand politique. Alors, j'en disais un mot tout à l'heure, le chef-d'œuvre de l'ambiguïté, c'est le « Je vous ai compris » gaulien, en juin 58, sur le balcon du gouvernement général à Alger. Cette conquête des foules algériennes par le chef, je crois qu'il n'y a jamais une moulette, je parle le terme taurémachique, jamais une moulette n'a leurré effectivement avec une telle maestria une foule, mais qui était prête aussi à être leurrée. Ce pouvoir de leurre un peu de la parole politique, et effectivement la parole politique, en linguistique, on dirait que c'est du performatif. C'est-à-dire qu'il faut agir, elle agit sur ceux qui l'écoutent. Alors cette parole politique performative, De Gaulle avait théorisé dans un ouvrage dont je n'ai pas le temps de citer des références, Au fil de l'épée, un très beau texte en 1832. De Gaulle en avait théorisé un peu la force. Et cette quasi-hypnose qu'a provoqué cette phrase « Je vous ai compris », cette quasi-hypnose exercée sur la foule algérienne, qui était prête à recevoir, donc, je pense, toute cette suggestion,
Le chef en fait son profit de cette quasi-hypnose qu'il exerce sur son auditoire. Il en fait son profit parce qu'il s'adresse ainsi à l'âme plus qu'à l'esprit. Et il joue de ce que le jésuite Balthazar Gracian avait appelé l'esprit de pointe. Je vous ai compris, c'est l'esprit du concepto, c'est-à-dire une pensée aiguë qui est voilée par sa concision même. Qu'est-ce qu'on peut deviner derrière ce groupe de mots, je vous ai compris. Donc la pensée de l'esprit de pointe, c'est une forme belle, mais confuse en fait, ou ambiguë, et elle ravit les sensibilités. Alors, est-ce que le politique doit-il s'interdire ce genre de pratique langagière, de l'esprit de pointe, qui voile en fait? Non, je ne pense pas. C'est un des ressorts de l'action politique. On trouve donc dans le fil de l'épée de très très belles pages sur l'homme d'action comme grand artiste qui s'impose aux hommes moyens en s'enveloppant de mystères, de secrets. Le philosophe Ortega y Gasset, le philosophe espagnol, très grand philosophe dont j'aime beaucoup les travaux, il a écrit de très très belles pages sur le grand politique et notamment sur Mirabeau. Qu'est-ce que Mirabeau? C'est l'homme qui associait l'impulsivité à l'activisme constant, le manque de scrupules et le penchant au mensonge. Très marqué chez Mirabeau, le penchant au mensonge. Donc, derrière le grand homme, Mirabeau, celui que les révolutionnaires ont panthéonisé, le premier homme à être panthéonisé, puis ensuite il va être dépanthéonisé quand on va s'apercevoir de sa politique avec le roi. Je dirais donc Mirabeau a fait reposer son grand travail politique sur des bases souterraines, parfois obscures et malodorantes. L'action, en fait, ne permet pas au grand homme politique d'être un scrupuleux. Être scrupuleux, c'est la vérité, c'est la qualité du savant, de l'intellect, à la limite, enfin oui, du savant. Je ne dis pas l'intellectuel parce que c'est peut-être encore autre chose, mais enfin du savant. Mais c'est pas la qualité de l'homme qui est tourné vers l'action. Dans l'action, il faut éviter le piétinement sur place, ce qu'est le scrupule par excellence. Il faut faire de flèches de tout bois dans l'action, car tout est bon pour le grand homme politique, les choses, les hommes, les opinions. Mirabeau disait « tout homme a une anse », c'est-à-dire une prise. Moralité, donc, conclut Ortega, le grand homme politique voit tout en forme d'anse. Le grand homme politique adopte donc une attitude, sinon de duplicité, du moins une attitude de multiplicité. Voilà, moi je défendrais chez le politique la capacité à être un homme politique multiple, et cette capacité à être multiple, évidemment, elle est rétive à l'impératif de transparence. Jaurès, dans un livre de 1908, consacré à l'Allemagne, a très bien parlé, à mon avis, de Bismarck, lui aussi, grand homme présenté comme donc, le réel politique par excellence. Ce qui fait le génie politique de Bismarck, dit Jaurès, c'est qu'il n'était ni buté, ni flottant, ni exclusif de ses moyens, ni irrésolu. À la différence de Napoléon III, il savait toujours exactement où il allait. Donc là, je mettrai en avant cette qualité, non peut-être pas à être duplice, mais à être multiple, oui, pour le grand homme politique. Alors, autre justification, disons, du secret, c'est ce qu'on appelle les politiques secrètes. Bon, là, je passe. Tout État a besoin d'avoir des services d'espionnage, de renseignement pour lutter contre des organisations antidémocratiques. Je pensais quand le PC, Parti communiste français, avait une politique révolutionnaire dans les années 27-31. Aujourd'hui, Al-Qaïda, bon, là, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour dire que ces politiques du secret donc, sont nécessaires. Alors, je terminerai rapidement en essayant de voir, sur le plan maintenant des sociétés, je vous ai dit que les sociétés occidentales, finalement, ont très tôt dans l'histoire cherché à agir sur elles-mêmes à travers une certaine transparence. Alors aujourd'hui, on voit plutôt les dangers de cette transparence. Alors Foucault, là aussi, donc, a bien mis en valeur ces dispositifs de savoir-pouvoir depuis le Moyen-Âge. Et Foucault nous dit une chose, le pouvoir n'est Alors c'est ça l'intéressant, le pouvoir n'est pas uniquement répressif, le pouvoir cherche à connaître la société, pas uniquement pour la réprimer, mais au contraire pour lui faire avouer ce qu'elle est. Le pouvoir en fait permet aux individus d'une certaine façon d'accomplir leur destinée. Donc il y a une dimension stratégique qui se loge, vous voyez, dans ces politiques de savoir-pouvoir mises en œuvre par les sociétés occidentales. Donc le domaine où ce dispositif qui vise à l'individualisation a été sollicité, c'est
c'est dans le domaine de la sexualité. En 1976, Foucault avait écrit ce livre qui avait été quand même une révolution, Histoire de la sexualité, dans lequel il montrait que la sexualité en Occident, loin d'être réprimée, avait été au contraire constamment sollicitée par les sociétés. Et que donc les pouvoirs favorisaient finalement l'affichage de la sexualité. Donc Foucault décortique ces dispositifs d'aveu depuis la confession de Latran en 1215, jusque donc beaucoup plus loin, pour diagnostiquer un peu ce que sont ces dispositifs de savoir-pouvoir. Voilà, on va conclure. Donc, je pense dans l'histoire de ces 2 derniers siècles, qui sont ceux de la démocratie sur le plan politique et social, révèle effectivement la montée inexorable de l'impératif de publicité et de vérité. Alors, celles-ci sont certainement nécessaires au bon fonctionnement d'un régime qui repose sur la confiance entre le peuple et ses divers représentants. En même temps, cet impératif de publicité ne peut être poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences sans grave danger. La parole politique, je pense, relève de délicats montages que la revendication de transparence mettrait à mal. Et après tout, donc, il y a des domaines où le secret paraît absolument nécessaire, le secret du vote, par exemple. On n'a pas encore contesté la nécessité de mettre fin à l'isoloir et à la nécessité de glisser une enveloppe, de glisser un bulletin dans une enveloppe. Donc je pense qu'il demeure vital de préserver une part d'ombre au sein des démocraties. Et je terminerai par une réflexion d'un sociologue allemand, Simmel, qui avait formulé jadis ce mot énigmatique: le secret est l'un des plus grands accomplissements de l'humanité. Sans doute parce qu'il n'y a pas de relation interindividuelle sans secret, pas de liberté sans une dimension d'opacité. Ainsi qu'il en aille de la vie individuelle ou de la vie collective, secret et transparence demeurent, je crois, plus profondément liés qu'on ne le croit. Merci beaucoup.